Ok, c'est bon. Donc, bonjour Monsieur Simon. Bonjour. Euh, alors nous sommes des lycéens donc, du lycée Jacques Monod à Clamart. Mhm. Donc dans le cadre de nos TPE, nous voudrions avoir votre avis et vos impressions face au numérique. Est-ce que vous pourriez dans un premier lieu présenter votre maison d'édition s'il vous plaît? Alors, ma maison d'édition est un peu atypique parce que c'est une maison belge. Je l'ai créée à Bruxelles en 96. Elle faisait suite à deux autres maisons d'édition que j'avais créées avant en 84 et 85 en France. Donc j'ai créé ça en Belgique pour des questions de droit d'auteur, parce que le droit d'auteur en France est extrêmement sévère, et trop sévère à mon goût. Et il y a des choses que l'on ne peut pas réaliser en France à cause du droit d'auteur. Alors qu'en Belgique, le droit d'auteur est plus souple, et j'ai pu réaliser des ouvrages que je n'aurais jamais pu faire en France, sinon j'avais tout de suite les avocats à la porte. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette maison en Belgique. Je me suis orienté très rapidement sur le beau livre, le livre d'art. D'abord parce que c'est, je dirais, mes origines un peu. J'ai été restaurateur au musée du Louvre, donc j'ai baigné là-dedans depuis très longtemps. J'ai fait l'école Boulle, donc j'ai fait l'Institut royal du patrimoine artistique à Bruxelles. Donc tout ce passé me destinait évidemment plus au livre d'art qu'au livre de littérature. Mais je ne me suis pas désintéressé du livre de littérature, qui est un domaine un peu fourre-tout. Il y a vraiment de tout, ça va du meilleur au pire. Et c'est surtout dans ce domaine-là, en fait, dans le livre de littérature, enfin, disons dans le livre où l'écrit est primordial et où l'illustration est peu ou pas, ou complètement absente. C'est là où on assiste à, je dirais, un peu un ébranlement de l'édifice au niveau de l'apparition de cette numérisation et du support numérique en tant qu'objet de lecture. Mais je pense personnellement que ça va pas aller très loin. Parce que il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient et qui est pourtant fondamental, c'est que tous les hommes, nous tous ici, et puis tous ceux qui sont dehors, on est avant tout des mammifères. Et le mammifère, si on creuse un peu en zoologie, on s'aperçoit que le mammifère, quand il est apparu sur la Terre, il a tout de suite développé, pour se défendre et puis pour subsister, il s'est développé en ayant comme, je dirais, comme but principal de développer son instinct. Et l'instinct, on l'a développé depuis des milliards d'années. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a le livre numérique qui apparaît, qui ne représente qu'une étincelle de seconde dans la vie de l'humanité. C'est pas à cause de ça que le monde va être révolutionné. Or, le livre est un support qui est très intéressant à étudier, le livre physique, j'entends. Il est très intéressant à étudier parce que c'est un des rares objets fabriqués par l'homme qui fait appel à tous ses sens. Il fait appel à la vue, évidemment, en premier lieu, ça va de soi. Il fait appel à l'odorat. Quand vous ouvrez un livre neuf, vous sentez, il y a tout un ensemble d'images qui vous arrivent dans la tête, donc ça c'est très important. Il y a le goût. Quand vous faites ça, vous tournez les pages, vous avez le goût du papier, un petit peu âcre. Et vous avez aussi le bruit des pages qui tournent, donc l'ouïe est aussi sollicité. Donc c'est un objet qui est assez global. Et s'il a mis aussi longtemps à évoluer pour arriver à sa forme que l'on connaît aujourd'hui, c'est parce que la technologie a permis de réaliser certaines choses. Donc la technologie a toujours été primeur sur l'usage. Elle était en avance sur l'usage. Et ça, c'est intéressant à voir parce que aujourd'hui, on constate que par le développement des technologies, on a l'intention de faire disparaître ce support papier au profit donc de la petite tablette que l'on connaît, la fameuse liseuse. Mais le problème, c'est que
en transposant en fait le support, on perd complètement l'appropriation que se fait l'individu de l'objet. Parce qu'une tablette, c'est complètement anonyme. Aujourd'hui, vous êtes sur un livre, demain, vous êtes sur vos mails, après-demain, vous êtes sur Safari, Dieu sait quoi. Donc, c'est un objet qui n'a pas une fonction bien précise. Et cette pluralité, disons, d'usage, qui est due à la technologie, et dont on profite évidemment, fait que ça vient en opposition complète avec le besoin et l'usage que l'homme se fait du livre. Et en plus, le livre est le support de la connaissance depuis très longtemps, depuis son apparition. Et étant le support de la connaissance, il y a un besoin d'appropriation de l'homme de cette connaissance. Alors il se l'approprie intellectuellement en lisant le livre, mais il se l'approprie aussi physiquement en le rangeant dans sa bibliothèque. Donc vous pensez que jamais le numérique, le livre numérique ne pourra dépasser... Jamais, ça c'est clair. Alors il aura sa fonction, comme toutes les technologies qu'on découvre. À mon avis, on va atteindre 3-5% dans le meilleur des cas. Et puis après-demain, on va peut-être trouver une nouvelle technologie qui va complètement supplanter la tablette. Et par exemple, les romans de poche, vous pensez qu'ils sont menacés parce que moi j'entends souvent dire que voilà, les romans, leur vente diminue, qu'ils peuvent être menacés par la numérisation. Alors le roman, vous lisez des romans, je suppose. Oui. Bon. Alors, le problème du roman, c'est qu'évidemment, en premier lieu, on se dirait, effectivement, c'est la matière idéale pour porter sur une tablette. Bon, ça, c'est le raisonnement intellectuel. Mais il y a le côté affectif de la chose. Il y a le côté immatériel et instinctif de ce texte. Quand vous lisez un roman, vous vous approchez, disons, et vous êtes plus près de tel personnage que de tel autre. Vous aimez un tel, vous haïssez un tel. Dans la situation que vous lisez, vous vous dites, moi, à la place du héros, j'aurais pas fait ça comme ça. Il y a tout un monde que vous fabriquez, qui est le monde de l'imaginaire. Or, ce monde a un support. Sur la tablette, il n'en a pas. Parce que sur le support papier, vous allez pouvoir prendre un crayon, souligner des passages, corner une page, ce qui normalement ne doit pas se faire, mais enfin, on le fait souvent, pour pouvoir retrouver le passage qui vous a particulièrement captivé. Donc vous avez un lien avec l'objet matériel. Avec la tablette, pas du tout. Et c'est là où justement les choses ne passeront pas. Donc vous, votre entreprise, elle est plutôt sur les livres papier. Alors, moi, dans ma production, le gros de ma production, c'est des livres bourrés d'images, grand format, donc complètement en dehors du champ des tablettes. Mais j'ai fait une expérience, il y a 2 ans. J'ai d'abord fait l'expérience que j'ai réalisée au collège de Clamart, donc, que vous connaissez peut-être, puisqu'il y a un de vos copains qui y a participé. Et au collège de Clamart, on a fait cette expérience de faire écrire par tous les élèves d'une classe une nouvelle. On avait décidé, le prof de français avait décidé de s'attaquer au problème de la nouvelle. Donc je leur ai fait écrire une nouvelle à tous les élèves, dont on a discuté du thème, etc. Et on a corrigé toutes les copies. Enfin, si on peut appeler ça des copies. Et on en a fait un livre. Bon. Je suppose que vous l'avez vu. Oui. Bon. Et en même temps, on a mis un DVD parce qu'on avait eu l'occasion de pouvoir tourner un petit film sur les différentes séances qui avaient eu lieu et de rassembler ça pour laisser une trace, quoi. Mais au cours de cette expérience, je me suis rendu compte qu'effectivement, le livre numérique pouvait faire son apparition dans le domaine
purement de la littérature. Alors j'ai voulu pousser l'expérience plus loin. 2 ans plus tard, donc en 2010, la ville de Paris m'a demandé de faire un cours d'écriture sur le roman. Donc là, on était en plein dedans. Alors, j'ai fait un cours qui a duré toute l'année. Tous les jeudis, on avait un rendez-vous au cours duquel on discutait sur qu'allaient faire les personnages dans le chapitre suivant et comment on allait agencer l'ensemble de l'intrigue. Et après, chacun écrivait son chapitre, puisqu'en fait, il fallait qu'ils écrivent un chapitre par semaine. Bon, c'est assez costaud. Hein. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une appropriation du texte qui était faite aussi bien par les auteurs, entre guillemets, que par les lecteurs que j'ai connus après. Et je me suis rendu compte que le besoin du lecteur de posséder son livre était fondamental. Alors j'ai été jusqu'au bout de la logique, puisque le livre a été mis en librairie. Les livres qui ont été produits à ce cours ont été mis en librairie. Et je me suis dit, bon, on va le mettre en librairie physiquement, avec un livre papier, et puis on va le mettre aussi chez Amazon, sur Kindle. Donc j'avais les deux possibilités. Le lecteur avait les deux possibilités. Le meilleur des romans qui est sorti, j'en ai vendu 750 exemplaires papier, un Kindle. Ah oui. Un exemplaire numérique. Donc, pour vous, le livre numérique, ça ne vous inquiète pas pour votre entreprise? Pas du tout. Ça ne peut pas vous faire de concurrence? Absolument pas. Disparu, c'est fini. Et en parlant de métiers qui disparaissent, est-ce que vous pensez que les acteurs de la chaîne du livre, comme par exemple les imprimeurs, leur métier, ils sont en danger? Leur métier n'est pas en danger, mais il va complètement muter. Moi, j'ai été un des premiers en Europe à avoir une presse offset numérique. Qu'est-ce que c'est qu'une presse offset numérique? C'est une presse offset, donc la même chose que ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais au lieu d'avoir 4 groupes qui impriment chacun une couleur, on imprime les 4 couleurs sur un même cylindre. Et l'avantage avec le numérique, c'est qu'à chaque fois qu'on imprime une feuille, on peut changer l'image à la deuxième feuille. Ça, c'est une révolution considérable. Et ça a ouvert le marché de ce qu'on appelle la personnalisation. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer, par exemple, 200 exemplaires d'un document avec les 200 noms des clients. Chacun aura son document avec son nom dessus. Ça, jusque-là, c'était impossible. Sinon, on faisait des repiquages, mais ça coûtait des sommes astronomiques. C'était impensable économiquement. Et vous pensez que les libraires indépendants, eux, ils vont disparaître ou... Moi, je ne crois pas aux libraires. J'y ai jamais cru, c'est pas maintenant que j'ai commencé. Pourquoi? Parce que le libraire avait son utilité au XVIIe, XVIIIe, XIXe, même au début du XXe. Mais aujourd'hui, le monde de la connaissance est tellement ouvert grâce à Internet que celui qui cherche quelque chose, il a plus vite fait quand il est dans son lit, il ouvre son Mac ou son PC, il tape ce qu'il cherche, dans la seconde qui suit, il a tout ce qu'il faut. Il a le monde entier sur son lit. Donc c'est quand même autre chose que de s'habiller, descendre, fermer sa porte, aller chez le libraire du coin, lui dire « Bonjour monsieur, figurez-vous que je m'intéresse à tel sujet, qu'est-ce qui existe là-dessus ?» Et le libraire, il va peut-être même pas être au courant de ce qui existe sur le sujet sur lequel on l'interroge. Donc lui aussi, il va être obligé de se documenter. Donc ça va traîner, alors que là, il a le renseignement tout de suite. Alors, c'est exactement pareil que pour le livre numérique. Tous les libraires ne sont pas à mettre à la poubelle, bien entendu. Il y a d'excellents libraires. Il y a des libraires qui connaissent parfaitement un secteur déterminé du livre.
Alors soit ils sont spécialisés dans le roman, par exemple, dans la littérature, dans le policier, dans la science-fiction, dans la BD, Dieu sait quoi. Ils ont chacun des spécialités. Là, c'est des personnages qui sont importants, parce qu'ils font la liaison, ils apportent une information non seulement physique, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire tel livre, il est fabriqué enfin, il est édité par tel éditeur, et il coûte tant, c'est telle référence, etc. Ça, c'est les données techniques. Mais il est aussi capable de donner son avis, parce qu'il l'a lu. Donc il sert d'interface entre le futur lecteur et l'auteur. Ça, là, il a une place qui est fondamentale. Mais aujourd'hui, quand vous allez à la FNAC ou chez Virgin, du temps où ça existait encore, que vous allez chercher un livre, bah le pauvre gars qui est au rayon, ça se trouve, la veille, il était ailleurs. Bon, il y a de bons libraires, il y a de bons chefs de rayon quand même chez Virgin et à la FNAC. Je ne veux pas non plus trop généraliser. Mais c'est un peu, c'est l'usine à gaz, vous le sentez bien. Vous avez plus vite fait, quand vous allez à la FNAC, de chercher dans les rayons vous-même pour trouver ce que vous voulez. Ça va beaucoup plus vite. Donc, ce type de magasin, pour moi, est devenu complètement inutile. Donc, vous pensez que... Et ils vont disparaître. Mais dans ce cas... Virgin, hop, rideau. La FNAC, elle change de son fusil d'épaule. La partie culturelle, ils vont la réduire pour vendre des cocottes minutes. Bon, ça, c'est leur problème. Mais ça veut dire que le marché du culturel, non pas n'est plus porteur, mais cette forme de vente est en train d'évoluer complètement. Mais dans ce cas, vous pensez donc que les prochains vecteurs, parce que donc vous avez dit que le livre physique ne va pas disparaître. Non. Mais dans ce cas, donc demain, les seuls vecteurs qui vendront donc des livres physiques, ce seront seulement les librairies spécialisées. Il y aura les librairies spécialisées et les éditeurs, en vendant directement par l'intermédiaire d'un site internet, comme je fais déjà. Et je ne suis pas le seul, tous les éditeurs ont leur site internet. Ont leur site à peu près, oui. Mais ils ont conçu leur site de manière complètement différente. C'est-à-dire ? Par exemple, vous prenez Gallimard, pour ne citer que lui, c'était une transposition de son catalogue papier. Or, un site internet, c'est pas ça. Le client, c'est pas ça qu'il attend. Si c'est pour feuilleter un catalogue papier sur sa machine, il s'en fout. C'est pas ça qu'il veut. Il veut avoir des informations qui vont beaucoup plus loin. Il veut avoir des vidéos, il veut avoir une interview de l'auteur auquel il s'intéresse. Il veut voir où il vit, il veut voir comment il a créé son livre. Il veut un dialogue avec les gens, il veut correspondre avec le monde. Ça se limite. Le livre que le client veut acheter, c'est une porte d'entrée. Et quand il a ouvert la porte, qu'il dit voilà, je voudrais ce bouquin-là, mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Il faut lui dire voilà, on peut vous présenter tout ça. Tout ça, c'est le monde de votre livre. Donc c'est garder même par internet une sorte de dialogue, une sorte de contact humain pour la vente du livre. Bien sûr. Okay. Et l'avantage du contact par internet, c'est qu'il y a un tas de barrières qui tombent. Par exemple, vous avez affaire à quelqu'un qui est très timide, sur internet, il va vous raconter sa vie. Alors que vous le rencontrez physiquement dans la vie réelle, il va se planquer dans un coin, il ne va même pas vous adresser la parole. Donc c'est le problème des sites de rencontres, par exemple. Bon, cette barrière tombe. Et il faut profiter de cette barrière qui tombe pour pouvoir présenter un panel très large d'informations pour que le client, quel qu'il soit, puisse avoir toutes les possibilités nécessaires pour prendre connaissance du sujet auquel il s'intéresse. D'accord. Est-ce que des fois, vous parlez de livres numériques avec des auteurs, vous savez à peu près leur avis dessus ? Oui, bien sûr. Pour vous donner un exemple. Voilà un des bouquins qui est sorti à la suite de l'atelier d'écriture. L'auteur, qui est une jeune femme de 29 ans, m'a bassiné pour que je le mette en livre numérique. Je lui ai dit, on va se planter. Bon,
comme j'avais le fichier, puisque c'est moi qui ai fait la mise en page, ça me coûtait rien de le basculer en livre numérique. Merci. Et en livre numérique d'abord, il y a une partie de la mise en page qui a été perdue. Et moi je considère que la mise en page d'un roman, elle apporte au texte, elle doit mettre en valeur le texte. C'est pas du texte au kilomètre comme dans le livre de poche, où il n'y a pas de marge quasiment. Si on pouvait imprimer la tranche, il le ferait, pour gagner du terrain. Bon, moi j'aime bien des textes aérés, où le lecteur a des respirations, il y a des espaces. Tout ça c'est pour mettre en valeur le texte. Donc la mise en page d'un roman, c'est pas n'importe quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est des subtilités professionnelles qui tentent à complètement disparaître, même chez les grands éditeurs. Vous prenez 3 romans de chez Gallimard, ou chez Hachette, ou chez Plon, ou n'importe quel grand éditeur, vous les feuilletez, vous verrez que c'est quasiment la même typo, la même présentation, le même calibrage. Ben non. C'est quand vous éditez un roman de Marguerite Duras, et puis après vous faites un bouquin scientifique, je sais pas, sur les pingouins en terre australe, c'est complètement différent. Quoique par moments, ça peut se ressembler. Et donc, globalement, enfin, les auteurs, ils n'ont pas d'avis négatif sur les livres numériques? Non, au contraire, parce que leur but, en fait, en tant qu'auteur, c'est d'être connu le plus possible, de vendre le plus possible, c'est normal. Donc tous les moyens sont bons, tous les supports sont bons. Mais quand ils décident de vendre un de leurs livres qui sont sortis en papier en version numérique, ça leur coûte quelque chose quand même? Non, parce que l'éditeur, il a juste à transcoder un fichier, ça se fait en 10 minutes. Donc, donc mettre un livre en numérique, c'est un coût dérisoire. Dérisoire. Ok. Et c'est justement là ce qui a intéressé les éditeurs. Ils se sont dit, chouette, à nous la bonne soupe, on a pu se taper à financer un livre physique, donc on n'a plus d'imprimeur, plus de marchands de papier, plus de relieurs, plus de machin, ouf, débarrassé de tout ça, on envoie un fichier dans un serveur complètement, éventuellement à l'autre bout de la terre, et puis en avant, on va vendre à tire-larigot. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que les ventes ne suivent pas. Non. Ok. Et alors, on va vous dire, ben oui, mais regardez les États-Unis, parce qu'on prend toujours en exergue les États-Unis. Les États-Unis, c'est le modèle absolu en tout. Bon, et ben prenons le modèle des États-Unis. Il y a 3 ans à peu près, au moment où le livre numérique a vraiment percé aux États-Unis, on est arrivé à un marché de 7% par rapport au marché global. Donc c'était en progression tous les ans, régulièrement. Puis arrivé au bout de 3 ans, hop, c'est redescendu. Et maintenant, ça se traîne aux alentours de 3%. Ok. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin de ça. Ça, c'est dans les gènes. On a ça dans les gènes depuis des milliards d'années. C'est pas parce qu'un petit crétin va inventer un machin en plastique que le monde va être révolutionné. C'est pas possible. Ok. Donc nous n'avons plus de questions. Donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, à part que il faut se méfier quelquefois de la technologie. Parce que on a trop souvent l'habitude à notre époque, et vous allez connaître ça encore plus que moi, parce que vous verrez des changements que moi je ne verrai peut-être pas. On a trop tendance à faire trop confiance à la technologie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'invention d'une technique ou d'une technologie doit être au service de l'homme, et non pas l'inverse.